Servoz, Valencine, les Souches, les Tines, La les Bras. radio des villages. On reçoit un invité bien connu de Globule, justement, Xavier Dunant. Salut Xavier. Hey, bonjour. Tu es guide du patrimoine à Valorcine, mais tu cumules plusieurs casquettes, dont celle de podcasteur, je tiens à le rappeler, puisque l'année dernière, tu as participé au podcast Vital, qui est d'ailleurs toujours dispo sur Globule Radio. Et aujourd'hui, on te reçoit pour parler agriculture, patrimoine agricole dans la vallée. Et Lorraine, justement, tu avais une première question pour Xavier. Oui, bien sûr, parce que ce patrimoine, il est d'abord visible par les racars, et il y a un autre mot pour le dire, et vous allez bientôt nous le dire. Mais du coup, moi, ma question, c'était ces chalets en bois qui servaient à traiter les grains de blé. En fait, comment est-ce qu'on peut les présenter au micro ? Alors, c'est toute une histoire de l'agriculture, effectivement. Pas forcément liée à l'élevage, mais vraiment liée à l'agriculture. Un racar, un raca, ça dépend où on se trouve. Nous, on dit même un rga ou un rega, si on veut. En fait, c'est le même mot, c'est juste une histoire de prononciation. Rancard, racar, 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 rancard. Enfin bon, bref, tout ça, ça se lie. Alors ça, c'est lié à une agriculture qui est déjà bien passée dans les montagnes, puisque c'est une agriculture des céréales. Donc l'évolution a fait que quand on va dans un restaurant et qu'on demande un plat traditionnel de montagne, aujourd'hui on nous sert des pommes de terre. Sauf que les pommes de terre, elles viennent d'Amérique. Donc il a fallu un certain temps pour qu'elles arrivent ici. Ouais, on dit un petit peu que quand même en Savoie, la pomme de terre est arrivée avant la France et avant les histoires de Parmentier. Mais bon, effectivement, on est un peu plus près des ports et un peu plus près des lieux de passage. En tout cas, c'est ce qu'est le cas à Valorcine. Alors dans un rega, dans un racar, on va avoir une aire ou plusieurs aires à battre et on va battre les grains, ce qui fait qu'il y a toute une partie musicale aussi dans un bâtiment en bois quand on va faire ce genre de choses. Et puis c'est toute une époque aussi, hein, comme on pense à la fête des vendanges, quand on récolte les produits des jardins, c'est la joie parce que effectivement ça va être comment on va survivre et comment on va vivre et quelle est la bonne récolte. Donc il y a tout ça qui se trouve dans un rega au départ, avec plusieurs aires à battre, avec de l'avoine. Ici on faisait du pain d'avoine même, ce qui semble à peu près particulier dans l'Europe. Du seigle, de l'orge, plus tardivement même. Et puis sans doute des blés, hein. Souvent on parle de blé de façon générique sur tout ce qui est céréales, mais il n'y a pas forcément que des blés comme on le constate aujourd'hui où on a presque une monoculture du blé. Donc voilà, ces regas, ils ont toute une histoire parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Haute-Savoie. Et puis en fait, aujourd'hui, les seuls qui restent, c'est ceux qui ont été transformés. Il y en a très très peu qui sont encore dans leur jus. Et c'est un peu une icône, on va dire, plus qu'une réalité, hein. On en comptait peut-être 200 à 150, enfin en tout cas au moins autant sur Valorcine. Beaucoup ont été démontés et puis les plus jolis, ils sont des fois ailleurs. Et est-ce que ces rgas, ces racars, ils ont une spécificité commune dans leur architecture, on va dire? Est-ce qu'ils sont construits de la même manière un petit peu? Il me semble que j'avais lu qu'ils étaient légèrement surélevés aussi pour éviter les rongeurs notamment. Est-ce que il y a des spécificités communes ou... Oui, tout à fait. Y a des spécificités qui sont liées à Valorcine et il y a des spécificités qui sont communes à tous ces lieux, ces bâtiments. Donc effectivement, on évite que les rongeurs puissent monter et puis on évite qu'il y ait de l'humidité. Des céréales qui prennent l'humidité, elles pourrissent et c'est terminé. On a beaucoup de maladies et donc ces regas à Valorcine sont montés en général sur un mur en pierre sèche. Et puis ensuite, on va avoir des poteaux qu'on appelle des grès ici, qui sont directement implantés dans un demi-tronc. Et puis après, on va avoir un ensemble de bâtis en bois, avec un assemblage à mi-bois. Et ensuite, on va avoir une structure très aérée pour que justement les céréales puissent être aérées le plus possible. Des fois, dans les regas, on va retrouver un petit grenier qui va permettre de garder les grains. Des fois, le grenier, il est à part. Et puis, on peut mettre, puisque des céréales se mangent que cuites, on peut mettre aussi des pains. On peut avoir plusieurs endroits, en tout cas différents dans un rega. Vu qu'il y a un soubassement, on va avoir
soit une remise, soit dans celui que j'habite, il y a une cave par exemple, une cave voûtée, soit même, paraît-il, dans certains écrits, on retrouve même une écurie, ce qui se trouve un petit peu particulier puisqu'elle est loin de la maison. Tu mentionnais le fait qu'il y avait 150 racas, regas. À Valorcine aujourd'hui, où est-ce qu'on peut encore les voir? Lesquels sont encore visibles? Alors il y en a quelques-uns, il faut des fois avoir un œil un peu pointu pour les reconnaître, mais puisqu'ils ont été transformés, en fait ceux qui sont le plus présents ici, ce sont ceux qui ont été transformés en résidence secondaire, en maison d'habitation. Et puis il y en a encore quelques-uns, effectivement, il y en a un sur le Crau, il y en a au Plan-en-Vert, il y en a un petit peu au Mollard, il y en a quelques-uns comme ça qui sont pas trop transformés. Alors, pas transformés du tout, je pense qu'il y en a peut-être juste un qui va bientôt être démonté, celui du Crau, parce qu'il n'a pas servi, il a été un petit peu laissé à l'abandon, on va dire. Et effectivement, les gens d'autrefois ne s'attachaient pas forcément à des choses qui étaient inutiles. Donc si quelqu'un passait en disant écoutez, mon brave, je vous rachète tout ça, ah bon, avec de l'argent? Parce que effectivement, quand on est dans un village, on échange des journées de travail, on n'échange pas de l'argent. Donc quand l'argent est arrivé, tout s'est transformé, mais j'imagine qu'on reparlera un petit peu de ces évolutions. Et donc quand quelqu'un est arrivé en disant voilà, je vous achète votre vieux bois et tout ça, qui est en train de pourrir, qui est en train de s'abîmer, volontiers, on l'a vendu, on ne s'est pas attaché à des choses qui ne servaient pas. Du coup, aujourd'hui, il y a peut-être une mission de sauvegarde de ce patrimoine aussi, notamment le racard du Crau que vous venez de mentionner, parce que du coup, là, il doit être démonté, mais remonté pour être... Oui, on fait aujourd'hui des fois un peu un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on cherche à sauvegarder des choses, ce qui nous permet déjà de comprendre l'histoire, c'est pas mal. Et celui du Crau, effectivement, va être démonté. Il a été repris en main par la commune. Je crois que c'est un don. Et il va être remonté sur le hameau de Barberine. Donc il va changer complètement de destination. C'est-à-dire qu'au départ, il est au cœur d'un village. Et là, il va se retrouver un petit peu éloigné, un petit peu excentré. Mais ça permettra peut-être de faire d'autres visites et d'avoir quelque chose qui risque de rester un peu plus longtemps en état. Alors qu'aujourd'hui, il est un peu livré à lui-même. On l'a mentionné juste avant, de la mutation agricole qu'il y a eu à Valorcine, donc de ces racas, regas, ou peu importe comment on les appelle, qui servaient pour tout ce qui était céréales, et qui aujourd'hui, en fait, sont tombés en désuétude. Et donc, en fait, moi, j'ai une question, c'est pourquoi est-ce que cette culture-là des céréales, elle a progressivement été abandonnée à Valorcine, et surtout au profit de quel autre type d'agriculture ? Alors, on vit une période compliquée pour tous ceux qui vivent à l'extérieur et qui vivent, en tout cas avec la nature aujourd'hui, puisqu'on a des aléas excessifs. Cette année, par exemple, c'est très 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 pluvieux partout dans l'ensemble de la France. Et mis à part certains endroits où ils sont en sécheresse, je sais bien. Mais c'est un petit peu ça le problème, c'est que soit il fait super très chaud, soit il fait super pluvieux. En fait, il n'y a pas de moyen et il n'y a pas de moyenne. Alors, nos ancêtres, ils ont vécu des choses différentes, mais le seul point de vue et l'unique obligation de la montagne, c'est de s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on ne peut pas y rester. Donc, petit à petit, la culture de la céréale, elle a beaucoup évolué, parce que ici, il suffit d'un printemps trop humide, il suffit d'un automne trop court, où on n'a pas le temps de récolter, où les céréales sont mouillées, et finalement on se retrouve avec pas grand chose, voire rien à manger. Il y a toujours eu, je pense, des cueillettes un petit peu sauvages partout, ne serait-ce que pour survivre. Mais quand on s'est donné autant de mal à cultiver un champ et que finalement on récolte rien, voire pas grand chose, c'est difficile. La pomme de terre est arrivée, alors pas du tout comme comestible facile au départ, elle a été un petit peu forcée, puis effectivement, comme la céréale, l'homme l'a transformée de telle façon à ce qu'elle soit de plus en plus savoureuse. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir si la pomme de terre est bonne ou pas, on en mange, c'est vraiment une culture générale sur l'ensemble de l'Europe.
Donc cette pomme de terre est arrivée, elle a sauvé plusieurs famines, elle en a créé aussi, parce qu'on fait facilement de la monoculture de pommes de terre. Et puis peut-être qu'aujourd'hui on va un peu évoluer entre les uns les autres, c'est peut-être une évolution. Quoi qu'il en soit, on peut regarder qu'aujourd'hui on est moins à vivre de son jardin ou de ses cultures. D'un aspect général, si on a faim, on va au supermarché et puis ou on va dans un commerce et puis on achète à manger. Donc on en est moins à regarder en tout cas la météo et les conditions météo. On se dit juste le prix cette année il a beaucoup augmenté. Voilà. Mais on n'a pas toujours les raisons et je pense que ça c'est justement ce qui est intéressant si on fait des visites avec Victorien par exemple, de comprendre qu'il y a des aléas qui ne sont pas si simples à gérer quand on vit avec la nature. Et pour revenir à cette époque des racars, est-ce qu'il y avait autant d'éleveurs? Est-ce qu'il y en avait plus qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'agriculture ici, à Valorcine, dans la vallée de Chamonix? Est-ce qu'ils étaient en plus grand nombre? Est-ce qu'il y en avait même? Alors bien sûr, mais c'est une autre étiquette des gens de la montagne, mais des gens de la campagne en général. Mais c'est forcément un peu plus extrême. Dans toutes les montagnes, tout est un petit peu plus extrême, que ce soit même l'évolution des températures, par exemple, aujourd'hui. Alors, pour vivre en montagne, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'être polyvalent. Donc, chaque famille possède 1, 2 vaches, peut-être 3. On voit des fois des familles recomposées avec 5 vaches, ce qui ne semble pas énorme aujourd'hui. Et puis tout le monde a un jardin. Donc une étude faite par les Gardel par exemple montre que chaque famille possède à peu près 1 hectare séparé en 58 parcelles. Donc ça fait plein de petits endroits morcelés un peu partout dans Valorcine et avec des endroits qui sont plus au soleil, donc plus du côté de l'endroit, et des endroits qui sont plus à l'envers aussi parce que des fois ça donne mieux certaines cultures d'un côté ou de l'autre. Donc chacun possède des vaches, chacun possède un jardin, chacun possède des prés pour la fauche bien sûr, mais aussi des cultures de céréales ou de pommes de terre. Et puis chacun essaie de vivre comme ça. Alors il faut bien voir aussi que la polyvalence, elle va au-delà de la culture et au-delà du local, c'est-à-dire que les gens des montagnes n'ont jamais vécu complètement en autarcie. Par contre, ils sont indépendants et ils vivent en autonomie. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien à manger, quand il n'y a plus de travail, et puis même quand il le faut, même s'il y en a, on va chercher du travail là où il y en a. Donc les gens des montagnes ont toujours parcouru les montagnes pour aller chercher de quoi vivre, de quoi manger, et puis ramener derrière soit du riz qui venait de la plaine du Pô, soit du fromage parce qu'ils avaient travaillé dans des montagnes comme fromager ou d'autres choses, en tout cas d'autres denrées, des jambons ou autre chose pour nourrir leur famille, puisque quand on pense à Valorcine, on dit souvent 6 mois d'été, 6 mois d'hiver, et puis on oublie qu'il y a 4 saisons. Ça veut dire 6 mois sans la neige et puis 6 mois avec la neige. Tout ça en fluctuant, puisqu'on sait qu'au Moyen-Âge, on avait des périodes un petit peu plus douces, qu'il y a eu un petit âge glaciaire. Enfin, tout ça a évolué. Peut-être que bientôt, on aura des arbres fruitiers ici et on sera très content d'avoir des nouveautés, des évolutions. Ça fait partie vraiment de l'évolution et de l'adaptabilité, en tout cas, des gens de la montagne pour y rester, obligatoire. Et justement, dans cette évolution, comme tu le disais, on est passé d'une population assez agricole, même si tout le monde n'a pas cette casquette-là d'agriculteur, mais donc tout le monde avait des vaches, tout le monde cultivait. Et aujourd'hui, on observe qu'il y a une mutation de la population. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre les agriculteurs au final ? Alors oui, c'est une grosse évolution. Si on retourne il y a 100 ans, par exemple, tous les gens de Valorcine vont se dire agriculteurs. Quelques-uns vont dire oui, non, mais moi je suis charpentier ou voilà. Mais ils sont tous agriculteurs au début du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que on va séparer, on sépare un petit peu, on se dit ah oui tiens, il y a un agriculteur, ah oui tiens, il y a un éleveur. Et
Et en fait, on ne l'est plus directement, même si on a nos racines qui baignent un petit peu là-dedans. Mais ça, c'est générique sur l'ensemble de la France, on va dire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse les perdre parce que c'est quand même cette fonction-là, ce métier-là qui nous fait vivre. Hein. On mange des produits issus de l'agriculture et on ne peut pas s'en passer. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, à mon avis, est plutôt important à développer, important à prendre en compte. Et c'est un petit peu cette évolution qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a une ferme à Valorcine, puisque à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit pourquoi pas mettre des vaches ou remettre des vaches à Valorcine. Et on en parlait pendant la pause musicale, mais l'arrivée d'un tourisme considéré par certains comme de masse a aussi bousculé un petit peu l'écosystème, on va dire, économique de la vallée de Chamonix, de Valorcine. Est-ce que ça peut jouer dans le fait qu'on perde petit à petit nos agriculteurs aussi ? Oui, c'est évident. On peut aller plus jouer avec un petit peu tout le monde qui vient de passage. Sauf que aujourd'hui, vu qu'on est dans une des vallées les plus touristiques au monde, après, à partir de 1720, il y a déjà le curé de Valorcine qui parle de beaucoup de voyageurs et beaucoup d'aventuriers qui viennent à Valorcine. Avant les 1740-1741 où les Anglais Windham et Pocock viennent sur la vallée de Chamonix, puisqu'on vient depuis Genève. Et pour venir depuis Genève, soit on remonte la vallée du Rhône, on passe à Valorcine, on arrive sur Chamonix, soit on remonte la vallée de l'Arve et on passe Bonneville, Cluse, Salanches et on monte sur Chamonix. Donc le tour se fait de toute façon à partir du XVIIIe siècle. Donc ça fait longtemps qu'on connaît le tourisme. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend pas souvent beaucoup de recul, en tout cas on peut le voir dans les politiques locales, de se dire c'est bon, le tourisme on connaît, on n'a plus besoin de faire de la publicité dans le monde entier pour Chamonix. Je crois que le Mont Blanc, il y a peu de gens qui ne savent pas que le Mont Blanc existe et que c'est un haut lieu de visite. Donc une chance qui se trouve en tout cas à Valorcine par rapport au développement qui s'est trouvé dans la vallée de l'Arve juste à côté, c'est qu'on a des grands couloirs et on a des avalanches. Donc à partir de là, on a des prés où on ne peut pas construire. Donc c'est une grande chance puisque ça permet encore aujourd'hui de pouvoir avoir des vaches, de pouvoir avoir des animaux, de pouvoir peut-être avoir un retour à certaines cultures. On a un maraîcher à Valorcine qui s'est installé dans les années 2005-2006. Donc tout ça, on va dire que le calvaire d'autrefois est devenu une grande chance. Et puis en plus, aujourd'hui, on sait gérer les avalanches, quoi. On sait que quand il y a trop de neige, c'est dangereux, on n'y va pas, quoi. C'est tout. Donc, je pense que c'est bien, on est au Chant du Coq, c'est formidable. Ouais, on est vraiment dans le thème là. Voilà. Et pour dire qu'aujourd'hui, on a un point de vue important à regarder par rapport à ça, parce que quand on... Ouais, super. Et quand on pense un petit peu tourisme de montagne, nous, ce qu'on aime, puisque moi, je suis aussi accompagnateur en montagne, donc le tourisme, je le vois, je le côtoie. Et quand on fait le tour du Mont Blanc, par exemple, ce qu'on apprécie, c'est des beaux prés, bien propres, bien nettoyés. Alors, quand on parle de propre, on a toujours l'image de la Suisse. Effectivement, l'agriculture de montagne en Suisse, elle n'est pas tout à fait prise en charge comme celle en France. Hein. Elle est beaucoup plus aidée. En Italie, dans le Val d'Aoste, il y a aussi beaucoup plus d'emprise sur l'agriculture de montagne, même si elle a beaucoup évolué ces derniers temps, avec les bergers, entre autres, et trouver du personnel pour aller dans les montagnes. Mais ce qu'on aime en montagne, c'est d'avoir des vaches dans les prés. Ce qu'on aime en montagne, c'est d'avoir des jolis prés, des jolies fleurs, des choses comme ça. Et s'il n'y avait pas d'agriculture de montagne, il n'y aurait pas des jolis prés, il n'y aurait pas des jolies fleurs, et il n'y aurait surtout pas de vaches. Parce qu'en plus, ce qu'on aime dans nos plats traditionnels, c'est manger du fromage, c'est manger de la charcuterie. Et puis, les bonnes patates qui viennent de la montagne, elles sont très bonnes aussi. Donc finalement, tout ça, ça fait partie de notre tourisme. Alors ce serait peut-être juste aujourd'hui de le remettre au centre du tourisme actuel et non pas que de faire des tours de manège comme on peut le faire ici. C'est super que tu aies mentionné le fait de... Comme il y a beaucoup d'avalanches, ça permet aussi de garder des espaces
pour le pastoralisme et en général. Mais donc il y a une thématique qui est fortement liée, enfin un enjeu plutôt qui est fortement lié aussi à la vallée, c'est la préservation, c'est l'écologie et le pastoralisme aussi alpin, peut-être qu'il a un enjeu là-dedans. Bien sûr. Après, il y a l'enjeu effectivement local. Il y a l'enjeu un petit peu plus sur le département et puis après sur les régions. On peut vraiment aujourd'hui se poser la question de savoir est-ce que nos politiques publiques sont en train de favoriser ce qui nous est à cœur, nous habitants les montagnes, et est-ce qu'aujourd'hui on n'aurait pas intérêt à entendre un peu plus certaines voix plutôt que d'autres ? Il est certain que financièrement, c'est pas intéressant d'avoir des agriculteurs. On l'a bien vu dans l'évolution de nos vallées. Mieux vaut construire un chalet, ça rapporte beaucoup plus. Sauf que si on est là aujourd'hui, c'est bien qu'on les a eus, c'est bien qu'ils nous ont fait vivre, et ce serait bien qu'on les remette un petit peu au centre. Voilà, comme je dis. Donc voilà, en tout cas, sans doute, j'espère pas simplement une utopie, mais j'espère une réalité à venir, en tout cas. Et on le disait au début de l'interview, tu es herbaliste également, Xavier. Tu as un podcast sur Globule Radio qui s'appelle Vital, qui a été réalisé par Kirstine et Marine, qui est toujours disponible sur notre site web d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui d'une plante en particulier qui te tient à cœur ? Oui, dans Vital, j'en parle un petit peu. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que les plantes, c'est pas juste du mobilier autour de nous, hein. Ce que je racontais juste avant, c'est que le fait qu'on prenne soin de la nature et de la montagne fait qu'on a la chance d'aller en montagne, en alpage par exemple, et de voir beaucoup de fleurs, même si aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vaches dans les alpages. Donc on risque d'en voir de moins en moins de variétés. Aujourd'hui, on ne parlera pas de biodiversité puisque c'est un sujet effectivement fort évident et fort important. Et si je veux parler d'une plante, je vais parler d'une plante qui dérange. Parce que moi aussi j'aime bien déranger, mais d'une certaine façon, il y a une plante qui s'appelle la renouée du Japon ici. Et peut-être qu'elle est bien liée à des aspects de notre société. On l'a dit invasive. Alors oui, on a parlé du tourisme, on a parlé de plein de choses au niveau de la société qu'on pourrait trouver aussi invasif. Mais c'est juste une façon de voir. En fait, cette renouée du Japon, elle a été amenée plusieurs fois. Alors je m'appuie sur le travail de Gérard Ducerf, qui a fait beaucoup de travail sur les plantes et sur leur milieu, sur les dormances de graines. Donc la renouée du Japon, pendant plusieurs générations, on l'a ramenée dans nos contrées pour faire un très bon fourrage, pour les apiculteurs, pour différentes raisons. Et puis aujourd'hui, elle pousse. Alors les graines, elles sont restées en dormance pendant très longtemps, pendant des centaines et des centaines d'années, puisqu'il y a déjà plus de 1000 ans, on l'a ramenée. Et puis cette renouée du Japon, elle est inféodée à un milieu, puisque les graines ont décidé de pousser maintenant. Et ce milieu, qui est en Chine, qui est à plusieurs endroits, est un milieu avec beaucoup de fer, beaucoup de métaux. Et on pourrait se poser la question aujourd'hui de se dire peut-être qu'on a beaucoup de métaux qui sont enterrés dans nos sols où pousse cette renouée du Japon. Et puis cette renouée du Japon qui est une très bonne comestible, qui est une très bonne plante fourragère, qui est une très bonne plante mellifère, puisque en plus ces fleurs vont être assez tardives et vont permettre aux abeilles de faire du miel pour pouvoir passer par exemple les saisons plus difficiles. Donc cette plante, au-delà d'être juste embêtante, gênante, elle est une aide remarquable. Si on va chercher dans la médecine, on peut bien imaginer que aujourd'hui, avec toutes les maladies neurologiques qui sont en fait des toxines de métaux lourds, on pourrait peut-être même trouver des remèdes avec cette plante aujourd'hui en la consommant tranquillement, sans non plus la consommer avec excès. Mais il y a sans doute beaucoup de choses à faire avec cette plante, alors que finalement, elle est regardée comme une plante qui nous dérange. C'est vrai que c'est un très beau lien avec l'actualité du moment en plus. Et justement, cette renouée du Japon, elle est consommée, comme tu le disais, par certaines bêtes qui en pastoralisme, quoi.
Oui, on peut très bien mettre des troupeaux au milieu de la renouée du Japon. Alors je ne sais pas ce qu'il en est des vaches parce que franchement je ne suis pas spécialiste des animaux, mais des chèvres ou des moutons auront pas de mal à la manger et puis elle va faire beaucoup de masse aussi sur le sol, ce qui va permettre aussi d'emprisonner ces toxines qui sont d'aspect ferreux, aluminium ou autres déchets qu'on a pu mettre à ces endroits-là. C'est pas pour rien si c'est au bord des torrents aujourd'hui ou au bord des rivières, hein, puisque voilà, sans aucun doute, nos rivières